Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Neon Info pour décryptage guerre en Ukraine. La Russie progresse et gagne du territoire alors qu'aux États-Unis, Donald Trump a évoqué mardi sur Fox News la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour, réclamant que soit compensée l'aide versée à Kiev avant une rencontre prochaine entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Déclaration surprenante de Donald Trump. Quelle analyse faites-vous justement de cette déclaration du président américain? Si c'est Trump, je ne dirais pas surprenant, c'est du Trump. Depuis qu'il a commencé à signer ses décrets, on se demande comment il fait pour prendre certaines décisions. Maintenant, surprenant par rapport à la situation de l'Ukraine, où pendant la campagne, rappelez-vous, il disait que s'il vient, il va régler le problème. Il avait même donné un délai. Volodymyr Zelensky avait également dit la même chose. Il va donner un délai pour régler le problème. Maintenant, quand Trump dit l'Ukraine peut devenir russe un jour, la question est de savoir de quoi il parle. Est-ce que c'est l'intégralité du territoire? Ce qui n'est pas du tout la réalité aujourd'hui. Il y a une partie effectivement du territoire, à peu près 20% occupée par la Russie. Est-ce que Trump a parlé avec Poutine, bien qu'à chaque fois les médias européens en parlent, eux ils sont toujours en train de dire ils ne se sont pas parlé. Est-ce qu'il n'y a pas un deal qui est en train d'être fait sur la tête de Volodymyr Zelensky entre Trump et Poutine? Il y a des choses qui ne sont pas encore claires parce que d'habitude quand on sort d'une guerre, il y a une négociation qui se fait entre les belligérants. Chacun vient bien sûr avec ses conditions, on essaye de trouver un terrain d'entente et pour le moment on n'est pas dans ce cadre, c'est comme si c'est Trump qui décide et puis on a un résultat ou pas. Sur la compensation financière, malheureusement, ça fait partie des guerres et les gens l'oublient assez souvent. On a souvent l'impression qu'il y a une puissance, un pays qui est en train d'aider. Souvent il y a une partie c'est de l'aide, il y a une partie c'est plutôt un prêt dont on ne parle pas pendant la guerre. Et après la guerre, il va falloir payer soit directement avec les paiements classiques ou bien en permettant au pays de venir exploiter des ressources au niveau du pays concerné. Et c'est le cas actuellement puisque Trump parle des terres rares qui sont au niveau de l'Ukraine, mais il se trouve qu'une bonne partie de ces terres rares sont actuellement occupées par la Russie. Et Volodymyr Zelensky n'a pas dit le contraire également. Il dit qu'ils sont prêts à recevoir des entreprises américaines pour venir exploiter ces terres rares. Ce qui veut dire que Zelensky ne s'oppose pas à ce que Trump exploite les terres. Maintenant, on ne l'a pas entendu sur l'Ukraine qui devient russe. On attendra de voir qu'est-ce qu'il va dire. Bientôt 3 ans après le début de l'offensive russe, la Russie justement qui gagne du terrain, mais quelle est la situation actuelle? Est-ce que les combats se poursuivent? Effectivement, on est pratiquement à 3 ans. Le 24 février, ça fera 3 ans que la Russie a envahi l'Ukraine, expression que Poutine ne veut pas entendre, mais c'est le fait, c'est ça la réalité. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que le côté ukrainien, on a véritablement du mal aujourd'hui à faire une offensive contre la Russie. Malgré qu'il y a une évolution, une autorisation à attaquer le territoire russe, ils utilisent les armes qu'ils ont pu faire eux-mêmes avec des missiles qui leur sont autorisés depuis pas longtemps, avec également les drones qu'ils parviennent à lancer sur le territoire russe. Mais quand vous regardez les résultats, une bonne partie de ces drones et autres sont détruits et ne parviennent pas véritablement à créer du tort. La seule chose marquante, c'est leur incursion au niveau de Koursk, où ils sont jusqu'à présent et où la résistance leur coûte extrêmement cher, au point que d'autres zones du pays, ils ont du mal à pouvoir les sécuriser. Ce qui fait que la Russie continue d'avancer dans d'autres zones. C'est comme si la Russie joue le jeu en les laissant à Koursk, en les obligeant à mettre là-bas beaucoup de matériel et d'hommes pour pouvoir défendre cette partie du territoire russe. Et pendant ce temps, eux, ils sont en train de gagner du territoire de l'autre côté. Bien sûr, en ce qui concerne l'aide, l'Ukraine ne reçoit plus grand-chose actuellement. Les Européens sont plutôt dans une position attentiste malgré quelques discours. La France vient d'envoyer des Mirage 2000. Mais bon, envoyer des Mirage 2000 à la fin de la guerre, je me demande
à quoi véritablement ça va servir, parce qu'une chose est sûre, cette guerre va vers sa fin, soit l'Ukraine va abdiquer en bonne et due forme, soit l'Ukraine va aller dans des négociations en position de faiblesse par rapport à la Russie. Pour Donald Trump, il y a une possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour. Parle-t-il d'une annexion totale? Une annexion totale, on n'a pas l'impression que ce soit la stratégie de Poutine. Puisque dans cette guerre, on n'a jamais su clairement qu'est-ce que Poutine la vision, cherche. Oui. On ne l'a jamais su. Tantôt il fait une offensive, tantôt il s'arrête, tout le monde s'est interrogé, alors que quoi qu'on dise, d'un point de vue militaire, il a quand même des capacités qu'il n'a pas utilisées par rapport à cette guerre. De sorte que beaucoup pensent qu'en fait, cet espace frontalier l'intéresse pour gagner du territoire qui lui permet de sécuriser davantage la Russie et de récupérer ces zones dont il parlait en disant qu'il y a des populations là-bas qui parlent russe et qui subissent des exactions de la part de gens même qu'il considère comme des nazis. Mais bon, ça c'est le discours de Poutine pour valider son intervention au niveau de l'Ukraine. La réalité, ce n'est pas exactement cela. Il a sa stratégie qu'il n'a pas permis aux gens de pouvoir déceler jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, quand on regarde son discours par rapport à la paix, il compte récupérer les territoires qu'il a occupés et les annexer à la Russie. Cela sort très clairement dans son discours quand on parle de paix. Et lui-même, quand il parle de ces territoires un peu au passé. C'est-à-dire comme si c'est du déjà accompli, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va négocier, c'est le fait, c'est le fait accompli. Maintenant, est-ce qu'il va chercher des territoires en plus? Je ne crois pas qu'il va le faire, parce que même si la Russie est en position de force dans cette guerre coûte très cher à la Russie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire en termes d'hommes et de matériel. Vous disiez tantôt que cette guerre vraisemblablement tend vers sa fin, mais justement dans ce contexte et en ce moment précis, quelle est la portée de ces déclarations du président américain Donald Trump? Trump est difficile à suivre, puisque quand on regarde ce qu'il disait avant la campagne électorale, quand on regarde ce qu'il dit présentement, le discours est déjà en train de changer. Alors qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ce discours, justement, actuellement tenu en tant que président investi des États-Unis, est-ce que ça peut changer la donne? Oui, son élection déjà a changé la donne. Avant même qu'il ne soit investi, puisque avant qu'il soit investi, il avait commencé à dire qu'il arrive en 1 mois, il va résoudre le problème. Le 1 mois sera bientôt là, parce que c'est le 20 janvier qu'il a été investi. On n'est pas loin du 20 février et il n'a pas encore résolu le problème. Ce qui est clair, il y a des négociations qui se font, parce que la guerre, c'est comme ça. Il y a d'abord des négociations secrètes qui se font pour qu'on trouve d'abord un terrain d'entente sur un certain nombre de fondamentaux avant qu'on ne parle des négociations de façon officielle. On parle d'une rencontre qui va avoir lieu le vendredi prochain, à laquelle Zelensky va participer. Poutine, on dirait qu'il n'y participera pas. Les États-Unis seront représentés. Peut-être que là-bas, par le vice-président. Et peut-être que là-bas, ils vont dire à Poutine, voilà les conditions dans lesquelles la guerre va se terminer. Puisque quand il parle de récupérer l'argent que les Américains ont investi, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de la guerre est terminée. Parce que si la guerre continue, la logique serait plutôt d'investir encore s'ils veulent soutenir l'Ukraine, ce qui n'est pas du tout le discours du président américain présentement. Et justement, quand Donald Trump parle d'argent dans ce contexte précis, est-ce qu'il est dans la continuité de sa politique de mettre fin à l'aide internationale américaine? Mais tout à fait. Quelqu'un qui est prêt à couper de l'aide humanitaire, où des gens sont dans le besoin pour des raisons de santé, pour des raisons de catastrophe, mais ne pensez pas que celui-là va hésiter pour un pays qu'on aide pour faire une guerre dont lui-même, très certainement, il est convaincu que l'Ukraine ne gagnera jamais cette guerre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, mais quand on parle de l'USAID qu'on a supprimé, mais la quantité d'argent n'a absolument rien à voir avec la quantité d'argent qui est dépensée au niveau de la guerre en Ukraine. Donc si c'est l'argent qui l'intéresse, ce qui est dépensé dans la guerre en Ukraine est encore beaucoup plus important que ce que l'USAID dépensait dans des cadres qui me semblent encore beaucoup plus utiles que ce que l'on dépense au niveau d'une guerre. Et tout le monde connaît Trump, c'est un homme d'affaires. Lui, c'est l'argent. C'est comme s'il a le flair par rapport à là où se trouve l'argent. Il veut récupérer cet argent. S'il pense déjà qu'on doit compenser les efforts des Américains pendant la guerre, il ne risque pas de mettre encore de l'argent dans la guerre, ou bien s'il le fait, ça ne serait pas logique
par rapport au discours qu'il nous tient. L'Ukraine pourrait-il devenir russe? C'est la grande question depuis la sortie de Donald Trump ce mardi par rapport au conflit russo-ukrainien. Et dans ce contexte, que deviendrait l'aide européenne mobilisée depuis le début? Est-ce que cette sortie vient pas quelque part aussi balayer du revers de la main toute la mobilisation européenne depuis le début du conflit? Mais bien sûr, les Européens, quand Trump tenait son discours, avaient dit qu'ils vont continuer, en particulier la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais depuis que Biden a pris la dernière décision d'aide par rapport à l'Ukraine, mais depuis lors, on ne voit absolument plus rien du côté des Américains. Mais du côté européen, on ne les a pas vus prendre la place des Américains en réalité. Vous avez même Trump qui leur rappelle qu'attendez, c'est vous-même qui perdez plus parce que nous sommes à un océan de la guerre, alors que vous êtes à 2 pas de la guerre, pour leur dire que la guerre se trouve dans votre espace, et en termes de conséquences, s'il devait y avoir des conséquences et des débordements, c'est vous qui allez être concernés. Donc on montre un Trump qui ne montre vraiment plus d'intérêt par rapport à cette guerre. On nous dit tout le temps il a pris contact avec Poutine à travers des médias. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? On n'a pas une confirmation de Poutine et de Trump pour qu'on sache ce qu'il en est, mais une chose est claire, il y a quand même un rapprochement que l'on sent entre le président américain et le président russe. Et ce rapprochement ne peut pas se faire en faveur de l'Ukraine, cela est extrêmement clair. Maintenant, même Zelensky, quand on voit son discours, il l'a vraiment édulcoré. Il parle actuellement d'échange de territoire. Quand il parle d'échange de territoire, certainement c'est courses qu'il veut échanger avec je ne sais pas quel territoire, parce qu'il n'est pas en position de force pour pouvoir imposer avec quel territoire. Zelensky se dit également favorable pour ces échanges. Il s'est dit clairement favorable pour l'échange. Il a utilisé une expression très claire. Il dit nous échangerons un territoire contre un autre territoire. Qu'est-ce qu'ils détiennent comme territoire? C'est Kursk. Quelle superficie? Non, c'est pourquoi j'ai dit, quand il faut l'échanger, avec quoi on va l'échanger? Parce que en termes de valeur, en termes de symbolique, en termes de dimension, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Russie occupe sur le territoire de l'Ukraine. Donc justement, est-ce que cette nouvelle position des deux dirigeants, ce qui démontre qu'on va vers la fin de ce conflit? Oui, on va vers la fin du conflit. Rappelez-vous que Zelensky tenait un discours quotidien le soir pour venir dire aux gens qu'on va gagner la guerre. Il n'a jamais été dans une logique autre. Pour lui, l'Ukraine va gagner cette guerre. Je me posais tout le temps la question sur ce plateau, sur quoi il se fonde pour penser qu'il va gagner la guerre, parce que je ne voyais pas ceux qui le soutiennent venir avec des hommes participer à cette guerre, et jusqu'à présent c'est le cas. Il y a des Américains, il y a des Français, etc., mais plutôt sous forme de mercenaires que de gens qui viennent sous la forme d'une armée pour participer à ce combat. Il ne tient plus ce discours. Au contraire, quand il a été bombardé dans la nuit du lundi au mardi, par exemple, il a utilisé ça pour dire, vous voyez, Poutine ne veut pas la paix. Moi, je veux qu'on aille vers la paix, alors que d'habitude, après les bombardements, c'était l'appel à la mobilisation, c'était l'appel à une réponse, c'est l'appel pour que les soldats ukrainiens se battent davantage pour gagner la guerre. Mais ça montre que même dans son discours, carrément, il n'est plus dans une logique de continuer la guerre, parce qu'il a compris que Trump ne le soutiendra pas. C'est très clair, il l'a très bien compris, et il sent que le soutien européen, même s'il va continuer, il n'ira pas loin, et ce soutien européen ne pourra pas remplacer le soutien des États-Unis, puisqu'il faut le dire, c'est la guerre de l'OTAN, et dans l'OTAN, c'est les Américains qui pèsent plus lourd que les autres. Aller vers une paix durable, Zelensky, pour y parvenir, justement, il faut passer par un dialogue. Zelensky se dit prêt donc à négocier, mais négocier directement avec Poutine. Est-ce que les États-Unis sont prêts à obtenir cela pour Zelensky? En principe, c'est les deux belligérants qui doivent négocier. Mais qu'on se rappelle que Zelensky qui dit aujourd'hui qu'il va négocier avec Poutine, il avait dit ici qu'il ne va pas négocier avec Poutine. Il avait même sorti des textes de loi, etc. Si on se rappelle, Poutine également tout récemment avait répondu en disant que Zelensky n'est pas légitime. Parce que son mandat, le délai est dépassé, on devait organiser des élections, on ne l'a pas organisé. Mais bon, tout ça, en fait, c'est une pression qui s'exerce de part et d'autre pour aller vers des négociations dans une posture qui va être la plus confortable d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, il faut le dire clairement, c'est plutôt Zelensky qui se trouve dans une situation difficile. Poutine, par exemple, dit clairement que les territoires conquis ne vont pas faire partie de la négociation.
il considère cela comme étant tout simplement des acquis. Et il demande à ce que les 4 régions du sud, de l'est du pays soient cédées en bonne et due forme à la Russie. Il ne s'arrête pas là, puisque pour la guerre, il y a cette question de la Crimée qui avait été annexée et que Zelensky en parlait. Il considère lui également que là-bas, il n'y a pas de négociation à faire. La Crimée doit être considérée comme un territoire annexé. C'était en 2014. Il dit également que l'Ukraine doit renoncer à rejoindre l'OTAN. Vous voyez que dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler de négociation? On ne peut pas parler de négociation parce que ça ressemble à de la reddition. Prenez ce qu'on vous apporte, la guerre s'arrête. Vous ne prenez pas, on continue, mais qu'est-ce que l'Ukraine va dire si l'Ukraine n'a pas une force derrière? Et Zelensky l'avait compris, parce que Zelensky ne veut pas, il ne refuse pas de négocier avec Poutine, mais il veut négocier avec Poutine en ayant ce qu'il appelle des garanties militaires de la part des États-Unis et des Européens. Il est même prêt à recevoir des soldats de ces pays là-bas pour que la garantie militaire soit effective, pour dire que Zelensky est carrément en situation de faiblesse dans sa négociation face à Poutine. Et pour terminer, comment considérer ces déclarations de Donald Trump? Un deal, du chantage ou tout simplement une stratégie du président américain? De la part de Trump, ça peut être du tout. Ça peut être du tout. Puisque il est clair que Trump n'est pas disposé à utiliser l'argent public américain pour continuer la guerre. Okay. Il est clair qu'il veut que cette guerre-là s'arrête. Maintenant, très certainement, il va falloir qu'il sorte également, j'allais dire, la tête un peu haute. En disant cela à l'Ukraine, c'est une façon peut-être d'apeurer Zelensky pour lui dire, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, nous on est prêt à les laisser venir prendre tout ton territoire sans rien faire. Mais ça met davantage Zelensky en position de faiblesse et l'obligeant pratiquement à accepter ce que les États-Unis en particulier vont dire, parce que Zelensky semble compter plus sur les États-Unis que sur l'Union européenne. Merci, Boban Diouf, pour ce décryptage. Merci à vous également de nous avoir suivis.